Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, des officiels turcs ont participé aux funérailles des victimes de l'attentat à la voiture piégée de mercredi qui avait visé des militaires turcs. Le gouvernement a accusé les unités de protection du peuple du Kurdistan syrien d'en être responsables, mais un autre groupe a revendiqué cette attaque. 2 jours après l'attentat suicide à la voiture piégée qui a eu lieu dans la capitale Ankara, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a rendu hommage aux victimes sur le site. Il a déposé des œillets et prié pour les 28 personnes qui sont décédées dans l'attaque. Au cours de l'après-midi, des membres du gouvernement ont participé aux funérailles de 8 soldats. La plupart des victimes étaient des membres du personnel militaire qui étaient clairement visés par cet attentat. Le gouvernement turc a accusé les YPG, la branche armée du parti kurde syrien de l'Union démocratique, d'être responsable de l'attaque et a procédé à l'arrestation d'une vingtaine de personnes. Mais le groupe a démenti toute implication dans cette attaque. De nouveaux développements ont eu lieu vendredi. Le groupe militant Les Faucons de la Liberté du Kurdistan, ou TAK, a revendiqué la responsabilité de l'attentat à la bombe de mercredi et a annoncé qu'il mènerait de nouvelles attaques. Les TAK ont déclaré que l'attentat avait été réalisé en représailles aux opérations turques qui ont lieu dans le sud-est du pays contre les rebelles kurdes et ont averti que de nouvelles attaques auraient lieu. Le groupe a également revendiqué la responsabilité des tirs de mortier de décembre dernier contre l'un des aéroports d'Istanbul et qui avait fait un mort. Ce groupe est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie et les États-Unis. Le gouvernement turc n'a pas encore réagi à cette annonce. Les principaux partis d'opposition turcs ont affirmé que le gouvernement turc était en partie à blâmer, estimant qu'il existait de nettes failles au niveau des services de renseignement dans les institutions sécuritaires turques. Avant l'attentat de mercredi, les forces turques avaient bombardé des positions tenues par des milices kurdes syriennes à la frontière turco-syrienne et intensifié leurs opérations. Vendredi, l'armée turque avait également frappé des cibles des YPG en Syrie à partir de la ville d'Hatay. La manière dont le gouvernement turc choisira de répondre à cette nouvelle revendication pourrait affecter les combats en cours à la frontière turco-syrienne. Le Premier ministre britannique David Cameron devait faire une déclaration devant le Parlement britannique ce lundi et cela marquera le début de la campagne du référendum sur le maintien ou la sortie de l'Union européenne. David Cameron a déclaré s'être assuré du soutien de son cabinet pour recommander aux électeurs le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Cependant, nombreux sont ceux au sein de son parti qui ont annoncé qu'ils feraient campagne pour la sortie de l'Union, aussi appelée Brexit. On retrouve parmi ceux-ci l'un des alliés politiques les plus proches de M. Cameron, le secrétaire à la justice Michael Gove, ainsi que 5 autres membres du cabinet. Ils ont signé une affiche pour la campagne « Votez pour le départ » qui a pour slogan « Reprenons le contrôle ». Les opposants à l'appartenance à l'Union européenne disent que celle-ci est un bloc voué à être dominé par l'Allemagne et qui pèse bien moins lourd que son poids sur l'arène mondiale et que le Royaume-Uni ferait mieux à l'extérieur de l'UE. Je pense avoir décidé il y a quelque temps que je voterai quasi certainement pour la sortie hors de l'Union. J'ai eu l'expérience de 5 ans de réunions européennes et j'ai vu la façon dont l'Union européenne fonctionne. J'ai vu passer tous les domaines que nous avons donné le pouvoir de décision à Bruxelles. Je pense que c'est mauvais. J'accueille très positivement les concessions que le Premier ministre a été en mesure de garantir. Il a travaillé incroyablement dur et ces changements sont bienvenus. Mais je pense que nous avons besoin d'un changement plus fondamental. J'ai peur qu'ayant été préoccupé par le problème de l'Europe depuis de nombreuses années, la meilleure façon d'avoir une relation avec l'Europe qui marche pour le Royaume-Uni est de la quitter et de négocier un nouvel accord basé sur le commerce et la coopération amicale et non sur l'union politique. Le président américain Barack Obama a annoncé qu'il effectuera une visite officielle historique à Cuba. Il s'agit là d'une étape supplémentaire dans la normalisation des relations, visant à mettre fin à des décennies d'animosité et de tensions entre les deux pays. Je rencontrerai bientôt le président Castro pour discuter de la manière avec laquelle nous devons continuer à normaliser les relations, et particulièrement pour faciliter les échanges commerciaux et l'accès à Internet pour les Cubains, notamment ceux désirant monter leur propre affaire. La visite de Barack Obama à Cuba sera la première du genre effectuée par un président américain depuis 1928. Pendant sa visite du 21 et 22 mars prochain, le président américain rencontrera des entrepreneurs et différents acteurs de la société civile cubaine. Cependant,
Il ne rencontrera probablement pas l'ancien président et chef révolutionnaire Fidel Castro. Après des décennies d'hostilité, suite à la révolution cubaine de 1959, les deux pays ont décidé en 2014 de renouer leurs relations diplomatiques. Mais l'embargo américain sur Cuba reste toujours en vigueur. Et Washington continue de critiquer la Havane, notamment sur le dossier épineux des droits de l'homme sur l'île. Le président Obama a déclaré que sa visite sera une occasion de poursuivre les efforts, tout en admettant qu'il faudra plusieurs années avant que les deux pays ne restaurent complètement leurs liens bilatéraux. Nous sommes encore au tout début de la nouvelle ère de relations avec le peuple cubain. Cette transformation est un processus qui prendra du temps, mais je reste concentré sur l'avenir et je suis confiant pour la suite. Ma visite permettra non seulement de promouvoir les intérêts et les valeurs américains, mais elle encouragera également la construction d'un avenir meilleur pour le peuple cubain, un futur synonyme de plus de liberté et de plus d'opportunités. De nouvelles régulations ont pris effet pour stopper le flux de réfugiés et de migrants à travers les Balkans. L'Autriche a défini un maximum de 3200 migrants autorisés à entrer sur son territoire et 80 par jour à déposer une demande d'asile. Le pays a aussi augmenté le nombre de points de vérification d'identité à ses frontières avec la Slovénie, l'Italie et la Hongrie. L'UE a critiqué ces mesures, disant qu'elles violaient la loi européenne. Voici quelques-uns des premiers migrants à entrer en Autriche depuis que le pays a annoncé ces nouvelles mesures. Après des semaines de voyage, la nouvelle de leur interdiction d'entrée est plutôt mauvaise. Ils ont traversé moult périls, mais leur voyage est loin d'être terminé. Stay in line together with your families and prepare your passports and documents. Thank you. Leurs sacs, documents et empreintes digitales sont vérifiés avant de les laisser passer. Selon les nouvelles lois, tous les enregistrements sont effectués à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, après quoi on transporte ceux qui ont pu passer vers l'Autriche. Notre but est de rendre le trajet de Grèce vers l'Autriche par la Macédoine aussi peu douloureux que possible et d'éviter les retours de réfugiés, ce qui arrive maintenant, que chaque pays profile les migrants eux-mêmes. Le secrétaire d'État slovène dit que le pays subit une pression considérable, étant le premier pays de la zone Schengen après la Grèce. Le nombre de migrants qui sera reçu dans chaque pays européen sera décidé au cas par cas, et seulement quand les pays donneront des garanties qu'ils accepteront les migrants. Seront-ils autorisés à continuer leur voyage ou à entrer dans la zone Schengen? Nous ne le savons pas. La Slovénie ne peut pas être qu'une sorte de point de passage sur la route des migrants. Et pourtant, tout ceci contredit la volonté de l'Allemagne et de la Commission d'édifier une Europe unie dans la crise. Pour ce qui est de l'Autriche, je dois dire que je n'aime pas cette décision. Et nous allons examiner ensemble cette décision à la lumière du droit européen. Alors que ces nouvelles mesures tentent de réduire le flot de migrants et de réfugiés en Europe, elles créent aussi des bouchons à la frontière gréco-macédonienne. Ce week-end, des milliers de gens étaient bloqués dans l'attente qu'une nouvelle mesure prenne effet. Le président sortant ougandais Yoweri Museveni se maintient au pouvoir en remportant les élections présidentielles. Museveni, qui dirige la nation d'Afrique orientale depuis plus de 3 décennies, a été déclaré vainqueur en totalisant plus de 5 millions de votes, soit 60,75%. Le principal rival de l'opposition, Kizza Besigye, est arrivé en second avec 35%, tandis que l'ancien Premier ministre Amama Mbabazi a décroché la 3e place avec un peu plus d'1% des suffrages exprimés. Le président Yoweri Museveni a remporté l'élection présidentielle du pays avec 60% des votes. En 2e position, le dirigeant de l'opposition, le docteur Kizza Besigye, a rassemblé 35% des suffrages exprimés. Le candidat Yoweri Museveni, qui a obtenu le plus grand nombre de votes, et ceci est en sa faveur, et représentant plus de 50%. La commission déclare Yoweri Kaguta Museveni le président élu de la République d'Ouganda. Cependant, l'opposition du pays a rejeté les résultats de la commission électorale en dénonçant un trucage de l'élection. Nous allons simplement continuer à nous battre pour nos voix, parce que voyez-vous, le trucage des élections confisque les voix des gens, c'est tout.
La mission d'observation des élections de l'Union européenne a aussi exprimé sa préoccupation quant à la compétence de la commission électorale pour organiser une élection libre et équitable. La Commission n'a pas fait preuve de transparence dans ses décisions et n'a pas informé les électeurs et les adversaires sur les éléments clés du processus électoral, ni dans les délais, ni de manière complète. Le principal candidat de l'opposition, le docteur Kizza Besigye, a été placé en résidence surveillée après l'élection. Il en appelle à un audit indépendant sur les résultats du scrutin présidentiel. Cependant, cette victoire procure au président Museveni un 5e mandat, faisant de lui l'un des dirigeants africains en exercice qui se maintient le plus longtemps au pouvoir. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le Forum économique africain 2016 dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les dirigeants du Nigeria, du Kenya, du Gabon, du Soudan, de Guinée équatoriale et d'Éthiopie participent également à ce forum. 7 chefs d'État et 1200 dirigeants d'entreprises et d'institutions financières venus d'Afrique et du reste du monde sont rassemblés dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Leur but est de tirer le maximum du potentiel de l'Afrique. En dépit des différentes crises qui ont affecté l'économie mondiale au cours de ces dernières années, la liste des économies connaissant la plus rapide croissance inclut au moins 10 pays africains. Les investissements directs étrangers dans les pays africains ont été multipliés par 5 au cours des 10 dernières années. Ce sont des signes qui confirment la richesse des ressources humaines et économiques de notre continent, qui sont suffisantes pour atteindre le développement requis. L'un des sujets figurant à l'agenda est l'accord signé l'année dernière pour intégrer les 3 principaux blocs économiques africains en une seule zone de libre-échange continentale. Nous devons continuer à bâtir notre accord, améliorer nos infrastructures et notre commerce inter-États africain. Il reste encore beaucoup à faire, à la fois dans le cadre de l'accord tripartite et au-delà. Le développement nécessite sans nul doute des politiques et stratégies claires qui peuvent alimenter nos propres conditions spécifiques. Au cours de plusieurs sessions plénières, les défis qui freinent le développement des pays africains ont été abordés. La sécurité, l'économie et la corruption. Je pense que nous sommes très conscients de ces problèmes et l'impact de la nouvelle administration pour sécuriser le pays et de le gérer de manière efficace. Tous les impacts négatifs de la corruption au cours des années ont été éradiqués. Ce forum ne consiste pas seulement en discussion et en session plénière, mais aussi à faire des affaires. Certaines entreprises ont ainsi réussi à signer des contrats avec leurs homologues d'autres pays africains. L'un des principaux contrats du jour a été signé entre la Rift Valley Railways du Kenya et le Conseil égyptien d'exportation des industries chimiques et des engrais. Nous avons des difficultés à accéder au Kenya et à distribuer nos produits du Kenya vers différentes villes et pays. Je pense qu'avec notre nouvelle ligne de chemin de fer et le nouvel accord signé aujourd'hui, cela lèvera beaucoup d'obstacles pour les exportateurs égyptiens et réduira les coûts. Cet accord permettra d'augmenter les exportations de l'Égypte vers l'Afrique de l'Est de 30% en un an. Un nouveau signe que l'unité africaine est la meilleure voie pour le développement du continent. Et on passe sans plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Julie. Bonjour. Eh bien, que nous réserve cette deuxième partie d'édition, s'il vous plaît? Nous ouvrons cette partie avec les dernières nouvelles sur l'affaire ICBC. 6 officiels de la succursale madrilène de la Banque industrielle et commerciale de Chine, ou ICBC, demeurent détenus par les autorités espagnoles pour suspicion de blanchiment d'argent et de délits économiques. La Cour d'appel de Madrid a affirmé que 3 d'entre eux pourront être libérés contre la caution de 100 000 € chacun, mais que les autres demeureront pour le moment en garde à vue. La banque ICBC a déclaré aux médias que la branche madrilène coopérait avec la police locale dans l'enquête. Un responsable de la banque a dit que l'enquête sur l'affaire se poursuit et qu'aucune inférence de culpabilité ne devrait être faite en l'absence de verdict. Ce responsable a ajouté que ICBC se gardait le droit de poursuivre judiciairement toute calomnie. La Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle réaliserait ses opérations d'open market chaque jour travaillé, alors qu'auparavant ces mouvements ne se faisaient que les mardis et jeudis. Voyons ensemble les implications que ce changement signifie.
Cette modification signifie que la Banque centrale sera capable de répondre plus fréquemment aux fuites de liquidités du marché. D'après les analystes, cette nouvelle réglementation permet à l'institution bancaire de travailler de façon plus rapprochée avec le marché. Cependant, ces opérations quotidiennes ne signifient pas nécessairement un accès plus facile au financement. Alors que la Banque populaire de Chine s'attache à consolider ses politiques monétaires par des actions telles que des opérations de marché quotidiennes et autres outils permettant d'ajuster la structure économique, cela ne signifie pas l'avènement d'une période de tolérance. Il ne s'agit que d'outils. La Banque populaire de Chine a recours à un outil moderne pour réaliser des ajustements plus précis. L'objectif principal de la Banque populaire de Chine reste la stabilité de sa politique monétaire, l'abaissement des coûts financiers et le développement de l'économie réelle. Mais ce n'est qu'une partie de cette nouvelle qui retient l'attention des marchés des capitaux. Bloomberg fait savoir que le taux de couverture de la provision pour créances douteuses sera réduit à 120%, ce qui signifie que les banques auront plus de fonds à investir. Sans pour autant démentir ces allégations, la Commission chinoise de régulation bancaire a répondu à cette position en disant qu'il n'a pas été fait état de mise à jour sur la réglementation en vigueur. Au cours du 4e trimestre 2015, le taux de créances douteuses des banques commerciales se situe autour d'1,67%. D'après les calculs de Wouwen, dans le cas où le taux de créances douteuses se maintient autour de 2% cette année, une réduction du taux de provision, comme indiqué, signifierait que des fonds additionnels d'une valeur de 150 milliards de yuan seraient injectés sur le marché. La pression de gain sur les banques commerciales sera amoindrie et cela contribuera à stabiliser la performance de certaines banques qui souffrent de la pression des provisions pour risque. En outre, les indicateurs d'activité tels que le ratio d'adéquation du capital des banques commerciales seront plus élevés, ce qui permettra leur développement commercial. Si le taux de provision pour risque est réduit, davantage de fonds seront créés pour couvrir les créances douteuses. Les banques commerciales représentent autour de 180% de créances douteuses estimées, soit environ moitié moins qu'en 2014. Le taux était cependant encore beaucoup plus élevé que l'objectif du gouvernement fixé alors à 150%. Mais Wouwen explique que la raison est que les profits des banques ont été plus élevés afin que ces dernières puissent facilement mettre plus d'argent dans les provisions pour créances douteuses. Pouvoir recevoir des soins médicaux de qualité est d'un droit universel dans une société développée. Mais ce n'est pas encore le cas à Beijing où certains hôpitaux ont été reconnus coupables d'entente avec des parties tierces. Ceci a suscité une controverse sur la distribution et l'utilisation des ressources médicales publiques. Cette jeune fille en pleurs a fait un long voyage jusqu'à l'hôpital de Gwanghwamun à Beijing pour se faire soigner une infection à l'estomac. En arrivant, elle a découvert qu'un rendez-vous qui coûte 300 yuan était vendu par des intermédiaires pour 4500 yuan, 15 fois le prix officiel. Refusant cette solution, elle a passé 24 heures à faire la queue sans pouvoir obtenir de rendez-vous. Sa vidéo est devenue virale sur Internet. Beaucoup d'internautes se sont pris de sympathie pour cette jeune fille et ont avoué que ce genre de choses était courant. Les autorités ont pris acte et adopté de nouvelles mesures. À l'hôpital Tongzhen, spécialisé en ophtalmologie et en ORL, les rendez-vous sont organisés. Nous avons fixé un plafond. Une fois qu'il est atteint, nous organisons des rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pu en prendre. Le quota pour le département ophtalmologique est de 700 personnes. Le reste des patients obtiendra un rendez-vous pour le jour suivant. Dans cette maternité de Beijing, il existe des mesures adaptées aux femmes enceintes. Celles provenant d'autres hôpitaux et souhaitant faire un bilan de santé n'ont pas à faire la queue. La question fondamentale est l'adoption d'un système de soins multiniveaux à Beijing. D'ici la fin de cette année, nous allons annuler les rendez-vous non urgents dans les hôpitaux gérés par la municipalité et le gouvernement. Il s'agit d'une réforme majeure. Nous allons servir le peuple avec Internet et le téléphone. Nous allons former des gens qui aideront ceux qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous en ligne ou par téléphone. L'objectif est d'envoyer les personnes souffrant de maladies bénignes vers des établissements de niveau local afin de permettre aux personnes ayant des troubles graves d'obtenir les services dont ils ont besoin. Cette année, les médecins de rang supérieur cesseront d'accorder des consultations aux patients venant de l'extérieur
et ne verront que les patients qui leur seront envoyés par d'autres médecins. Voilà, c'est la fin de cette partie aujourd'hui, la Chine. Retrouvez tout de suite Yves pour la suite de cette édition. Eh bien, merci Julie pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et on poursuit avec les festivités du Nouvel An chinois qui approchent de leur fin ce week-end en Nouvelle-Zélande avec la fête annuelle des lanternes d'Auckland. Plusieurs centaines de milliers de visiteurs devraient aller voir les lanternes, goûter des mets chinois et apprécier des performances internationales. Ce sont les vedettes de la manifestation. Plus de 800 lanternes de toutes formes et de toutes dimensions, faites à la main et qui donneront lieu au plus grand événement culturel chinois de la Nouvelle-Zélande, renforçant ainsi les liens entre les deux nations. Cela rapproche les gens. À travers le snooze, les gens en apprennent beaucoup sur la culture chinoise en venant ici. Nous concevons nos lanternes pour dire quelque chose sur la culture chinoise. Les festivals gratuits ont débuté il y a 17 ans et le nombre de visiteurs s'élève à présent à environ 80 000 personnes par jour, ce qui a amené cette année à déplacer le festival dans un lieu plus grand, à l'Auckland Domain. Ces festivités-ci sont aussi un rappel de la très forte relation entre la Chine et la Nouvelle-Zélande. Les liens commerciaux et culturels qui nous unissent s'accroissent tout le temps. Les nouvelles attractions de cette année comprennent des têtes d'affiches chinoises comme l'Orchestre Philharmonique du Guangdong et le groupe pékinois de rock alternatif Second Hand Rose. Nous avons commencé en nous focalisant particulièrement sur la tradition, mais je pense qu'il est important de montrer que la Chine de nos jours ne consiste pas seulement dans la culture traditionnelle, mais qu'elle a aussi de la musique moderne très exaltante. Le succès de la fête des lanternes coïncide avec une vague continue de touristes chinois qui viennent en Nouvelle-Zélande, dont un nombre record de visiteurs pour les vacances du Nouvel An chinois de cette année. Le nombre de visiteurs s'est accru de 34% l'année dernière pour atteindre 350 000 personnes et Air New Zealand est l'une des 4 compagnies aériennes qui proposent à présent des vols directs entre la Chine et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a bénéficié d'une très bonne relation avec la Chine, à la fois sur les plans économiques et culturels, et nous nous attendons à ce que cela croisse et nous jouerons notre rôle en aidant à cette croissance. Et le profil des touristes chinois est en train de changer rapidement. Ils restent plus longtemps et dépensent davantage. Les touristes chinois contribuent à présent à l'économie à raison de plus d'1 milliard de dollars, ce qui permet au tourisme d'être le principal bénéficiaire à l'exportation de la Nouvelle-Zélande. Il s'agit véritablement du futur de la Nouvelle-Zélande et d'être capable d'avoir une relation forte avec la Chine à l'avenir. Qui plus est, le nombre de voyageurs indépendants qui se déplacent par eux-mêmes a presque doublé ces 2 dernières années à 31%. Je pense qu'ils cherchent à s'imprégner du mode de vie des Néo-Zélandais et qu'ils ont un intérêt immense pour notre culture. Et avec la fête des lanternes qui devrait être encore plus grande l'année prochaine, ici l'on espère que davantage de touristes chinois seront tentés de profiter de ce que la Nouvelle-Zélande a à leur offrir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.